Julien et Chloé avaient organisé leur mariage à l'étranger. La belle famille, composée de 12 personnes, s'était déplacée en masse pour y assister. Le jour du retour, alors que Julien rayonnait de satisfaction, l'officier des douanes annonça froidement « Vos passeports et vos droits de résidence ont été révoqués. » Toute la famille fait l'objet d'une mesure d'expulsion. La belle famille resta pétrifiée sur place. Je me tenais à environ 20 mètres derrière la baie vitrée de la zone de contrôle des passeports de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Mes oreilles bourdonnaient à cause des annonces par haut-parleur et du grincement des roulettes des valises sur le sol. Pourtant, la phrase de l'agent des douanes retentit dans mes oreilles comme un choc brutal. « Monsieur Julien, vos documents d'état civil portent la mention d'annulation de validité de séjour. Ceci est une notification d'interdiction d'entrée, veuillez coopérer. » Je vis Julien se figer, le visage blême comme si on venait de le vider de son sang. Derrière lui, Madame Geneviève, ma belle-mère, poussait un chariot à bagages empilé de sacs de luxe, l'épaisse couche de poudre sur son visage sembla soudain se fissurer. Elle ouvrit la bouche, ses lèvres rouges vives tremblant violemment, puis se tourna pour hurler d'une voix perçante, « Qu'est-ce que vous racontez? Mon fils est directeur général adjoint, il fait des affaires honnêtes, pourquoi lui interdire l'entrée ?» Une douzaine de membres du clan s'agglutinèrent derrière, les cris, les protestations vives et les pleurs éclatants comme un essaim d'abeilles brisées. Je ne m'avançai pas, je restai immobile, les ongles enfoncés profondément dans la paume de ma main, regardant cet homme qui avait juré de me tenir la main toute la vie chercher paniquer une issue, tandis que je sentais soudain dans ma poitrine un vide étrangement léger. 3 mois plus tôt, je n'aurais jamais pu imaginer que je serais témoin d'une telle scène. Ce jour-là était un dimanche matin, sous un soleil fin comme de la soie. J'étais assise sur le balcon de notre appartement dans le centre d'Aix-en-Provence. Mon ordinateur portable affichait des plans de design, une tasse de café refroidissait à côté. Le téléphone de Julien, posé sur la table, vibra, l'écran s'illumina, affichant un message WhatsApp en pop-up que personne n'eut le temps de masquer. « Bébé, tu as été génial hier soir, ce matin j'ai encore des courbatures. » Je restais figé, comme si quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée de la nuque jusqu'au dos. Le nom de l'expéditeur était Chloé Marketing, la photo de profil montrait une fille au visage fin, aux grands yeux retouchés par des filtres, aux lèvres gonflées et brillantes. Un style plus jeune que moi d'au moins 8 ou 9 ans. Je retournai rapidement le téléphone face contre table, comme si le simple fait de retarder d'une seconde allait empêcher mon monde d'exploser. Julien sortit de la salle de bain, une serviette encore nouée autour des hanches. L'odeur du gel douche que je lui avais acheté flottait dans l'air, cette odeur qui autrefois me rassurait car c'était celle de mon homme. Il s'essuya les cheveux, jeta un coup d'œil au téléphone puis le prit très naturellement. J'essayais de garder une voix normale. L'entreprise est très occupée ces temps-ci? Julien regarda l'écran une seconde, fronça légèrement les sourcils puis se détendit aussitôt. Ouais, la semaine prochaine il y a un voyage de team building, je ne rentrerai sûrement pas le week-end. Je regardais dehors, là où les platanes de début de saison affichaient leur feuillage. Aller où pour le team building? À Saint-Tropez, c'est confirmé? Il répondit avec indifférence, ses doigts tapotant frénétiquement comme s'il était pressé. Je me change, j'ai rendez-vous avec Marc pour un golf. Il entra dans le dressing. Je restai assise, le cœur battant la chamade. Je me souvins soudain que la semaine précédente, en nettoyant sa veste de costume, j'avais vu tomber de sa poche une boîte d'allumettes d'un hôtel 5 étoiles à Saint-Tropez. À ce moment-là, il m'avait dit qu'il l'avait prise par hasard lors d'un rendez-vous client, et je l'avais cru. Cru comme une personne qui accepte volontairement d'avoir les yeux bandés. Je retournai le téléphone, ouvris WhatsApp, cherchai le nom exact Chloé Marketing. Je ne suis pas du genre à surveiller les activités numériques, mais ce jour-là, j'étais comme poussé par une nécessité de comprendre. J'ai consulté son profil public et examiné ses publications récentes. Je vis un selfie pris sur une plage, avec en arrière-plan des palmiers inclinés, du sable blanc et le panneau en bois caractéristique d'un célèbre club de plage. La légende qu'elle avait écrite, « Week-end Getaway avec mon amour ». J'entendis le cliquetis des cintres dans le dressing, le bruit des portes de placard qui s'ouvraient et se fermaient, et dans ma tête résonna soudain une question très claire. Si c'était un voyage d'entreprise, pourquoi son amour coïncidait-il exactement avec le planning de réception client de mon mari? Je me levai, marchai vers la porte du dressing, sans crier, sans pleurer, disant juste assez fort pour qu'il entende. « Julien ?» Il répondit, la voix un peu agacée. « Quoi ?
Le week-end dernier tu as dit que tu rencontrais un partenaire, pourquoi Chloé a-t-elle posté une photo exactement au resort de Saint-Tropez dont tu parles souvent? Un court silence, comme si quelqu'un avait débranché la prise. Julien sortit, sa chemise pas encore entièrement boutonnée, le visage un peu décomposé. Son département y est allé aussi. L'entreprise a organisé ça en commun, pourquoi tu demandes? Je ris d'un rire léger. Alors il y a sûrement une annonce officielle. Je vais demander à la comptabilité s'il y a des frais alloués pour ce voyage. Le visage de Julien changea de couleur, il me regarda comme on regarde une étrangère qui vient d'entrer dans la maison. Tu n'as rien à faire ou quoi? Non, pas rien à faire. Répondis-je, la voix toujours égale. C'est juste que je n'aime pas être prise pour une idiote. Le téléphone vibra de nouveau. Julien jeta un coup d'œil rapide, attrapa sa veste. Urgence au bureau, ne m'attends pas pour le dîner. La porte claqua violemment, le bruit de l'ascenseur qui descendait s'étira comme un morceau de musique triste. Je restai figé dans le salon, regardant autour de cette maison où j'habitais depuis 3 ans, trouvant soudain tout étranger et glacial, comme si ce n'était pas l'endroit que j'avais cru être un foyer. Ce soir-là, à 20h, la sonnette retentit. Je pensais que Julien avait oublié ses clés. J'ouvris la porte, mais la personne qui entra fut Madame Geneviève, ma belle-mère. Elle portait une robe moulante, une coiffure sophistiquée, ses talons au claquant sur le parquet comme un marteau de juge. « Maman, pourquoi venir à cette heure ?» J'essayais de garder les formes. Elle me poussa sur le côté, entra directement, balaya le salon du regard puis eut un rictus. « Je viens voir ce que ma belle-fille si capable a fait pour que son mari doive partir travailler même le week-end sans être tranquille. » Je fermai la porte, le souffle coupé. « Il est juste occupé par le travail, maman. » Elle eut un rire méprisant, passa son doigt sur la table basse puis le montra comme s'il était plein de poussière. « Sale, ou alors c'est parce qu'il n'y a pas de repas digne de ce nom à la maison qu'il doit aller manger dehors. Un homme qui rentre du travail a besoin d'une femme qui connaît sa place. Regarde-toi, regarde cette maison. » Je serrai les poings. Ces dernières années, j'avais entendu ce ton, ces mots, un nombre incalculable de fois. Elle n'avait pas besoin de savoir que je venais de terminer un projet, que je courais après une deadline, tout en m'occupant de mes parents et des siens. Elle n'avait besoin que d'une chose, que je joue mon rôle. Elle s'assit sur le fauteuil, ouvrit son sac à main de marque, sortit une petite boîte en velours et la poussa vers moi. J'ai préparé ça pour mon petit-fils. Dommage qu'elle ait laissé la phrase en suspens, les yeux fixés droit sur mon ventre comme si elle regardait un crime. J'avalai ma salive avec difficulté, 5 ans de mariage, la question des enfants est une corde qui m'étrangle. Chaque jour, je suis allé consulter. Les résultats étaient clairs, le problème venait de Julien, mais une fois rentré à la maison, tous les reproches se déversaient sur moi. J'étais celle qui ne savait pas enfanter, celle qui ne remplissait pas son devoir. Julien gardait le silence. Son silence était le deuxième coup de couteau. Je me détournai, feignant le calme. « Je vais vous chercher de l'eau, maman. » « Pas la peine, » trancha-t-elle. Je suis venu prendre le passeport de Julien. Je me retournai brusquement. « Le passeport? Pourquoi ne vient-il pas le chercher lui-même? » « Occupé. » répondit-elle sèchement. « L'entreprise va l'envoyer en prospection à l'étranger. Tu es sa femme et tu ne sais même pas aider ton mari. » Elle se leva, alla directement dans la chambre, fouillant comme si c'était chez elle. Je la suivis, le cœur battant fort. Julien m'avait dit un jour que seul lui connaissait le code du coffre-fort dans son bureau, mais Madame Geneviève tapa une suite de chiffres avec une grande aisance, le coffre s'ouvrit, elle sortit le passeport et le rangea dans son sac. J'entendis ma voix s'enrouer. Le code. C'est sa date de naissance. Si je ne la connais pas, qui la connaîtrait? Elle se retourna, le regard tranchant et froid. Contente-toi d'être une épouse, arrête de fouiner oisivement dans son téléphone et d'espionner ses collègues. Elle sortit de la maison, l'odeur entêtante de son parfum flottait encore. Je restai silencieuse dans le couloir, sentant soudain une pensée courir le long de ma colonne vertébrale. Si elle pouvait ouvrir le coffre et prendre le passeport aussi naturellement, alors qui étais-je finalement dans ce mariage? Cette nuit-là, Julien ne rentra pas. À 3h du matin, il envoya un message, déplacement urgent. Je rentre la semaine prochaine.
Je regardais l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Dans l'obscurité, je touchais ma joue humide et froide. J'avais pleuré sans même m'en rendre compte. Mais ce qui me faisait le plus peur n'était pas les larmes. Ce qui m'effrayait, c'était la lucidité qui grandissait dans ma tête comme un feu qui couve. Je m'assis, ouvris mon ordinateur portable, commençai à passer au crible des choses qui semblaient insignifiantes, les relevés du compte joint, l'historique des dépenses, les factures inhabituelles. Je pensais à la boîte d'allumettes de l'hôtel. Je pensais au regard de Julien quand j'avais mentionné le nom de Chloé. Je pensais à la façon dont Madame Geneviève avait pris le passeport, rapide comme si elle avait répété le geste. Dans la pièce si calme qu'on entendait le frigo ronronner, je compris soudain une chose. Ce n'était pas seulement un adultère, c'était un plan. Et si je continuais à être l'épouse compréhensive, je serais celle qu'on pousserait hors de sa propre vie. Les mains vides, la bouche cousue et la réputation de n'avoir pas su garder son mari. Je regardais les relevés bancaires à l'écran puis regardais par la fenêtre où le jour se levait presque. Je me dis à moi-même, lentement, chaque mot comme un clou enfoncé dans le sol, je ne me tairai plus. Et c'est à ce moment-là que je décidai de trouver la vérité à tout prix. Je ne dormis pas de la nuit. Alors que la ville était encore plongée dans la brume fine d'avant l'aube, j'étais déjà assise le dos droit devant mon bureau, ouvrant tous les vieux dossiers, sortant chaque relevé bancaire, chaque facture de dépenses dont je ne m'étais jamais soucié auparavant. J'avais toujours pensé qu'entre mari et femme, il n'y avait pas besoin de clarté sur l'argent. Maintenant, c'est cette confiance même qui me glaçait le dos. Le compte joint des deux époux, chaque mois j'y virais près de 2500 € provenant des bénéfices de mon studio de design. Je me souvenais de chaque virement. Pourtant, ces 6 derniers mois, il y avait eu des retraits sporadiques, tantôt 800 €, tantôt 1200, 2000, avec des notes vagues, frais de représentation, frais de mission. Je vérifiais le calendrier des jours de ces retraits, Julien m'avait dit à chaque fois qu'il faisait des heures supplémentaires, qu'il avait des réunions internes ou qu'il rencontrait des partenaires. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient peu à peu, et ce qui était effrayant, c'est qu'elles s'assemblaient trop parfaitement. À 7 heures du matin, je me changeai, me maquillai légèrement comme pour un jour normal. Je ne pleurais pas, n'appelais pas Julien, n'envoyais pas de message inquisiteur. J'avais besoin d'avoir l'esprit clair. La première personne à qui je pensais fut Sandrine. Mon amie depuis l'université, actuellement avocate pour un cabinet privé dans le centre-ville. J'appelai Sandrine. Au bout de 3 sonneries, elle décrocha, la voix encore pâteuse de sommeil. « Quoi, pourquoi tu appelles si tôt ? » ?»« Sandrine, j'ai besoin de te voir. »« Urgent ?» Ma voix était si ferme que je m'étonnais moi-même. « Il y a un problème ? » ?»« Un gros problème. » Nous nous donnâmes rendez-vous dans un petit café près du bureau de Sandrine. Quand j'eus fini de raconter, Sandrine garda le silence un long moment, sans m'interrompre, sans avoir l'air choqué, tournant simplement une à une les pages des relevés que je lui tendais, le regard devenant de plus en plus froid. « Camille, ce n'est pas un simple adultère. » J'eus un sourire amer. Je commence à comprendre aussi. Sandrine tapota doucement le bout de son stylo sur la table. Utiliser le compte joint pour transférer de l'argent à une tierce personne. Si on arrive à prouver que c'est une atteinte au bien commun. Mais tu as besoin de preuves plus claires. Photos, historique de transactions, facture d'hôtel, location d'appartement. Location d'appartement ? Sandrine leva la tête. Tu crois qu'il la voit juste en passant ? À cette fréquence, je parie qu'il l'entretient. Le mot entretien tomba sur la table du café comme un coup de massue. Je serrai les poings. Qu'est-ce que je dois faire ? Sandrine me regarda droit dans les yeux. Rassemble des preuves et surtout, ne le laisse pas se douter de quoi que ce soit. Tant que tu n'as pas assez de preuves, ne réveille pas le chat qui dort. En quittant le café, je restai assise longtemps dans ma voiture. La ville commençait à s'animer, les klaxons résonnaient, mais dans ma tête régnait un calme étrange. Je repensais au regard de Madame Geneviève quand elle avait pris le passeport, à son aisance suspecte, à la façon dont Julien utilisait l'excuse du travail comme une formule magique. Cet après-midi-là, je décidai de faire une chose à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Engager un détective privé. Sandrine m'avait présenté un homme nommé Stéphane, dans le métier depuis plus de 10 ans, dont le petit bureau se trouvait dans un vieux bâtiment du quartier du Panier à Marseille.
Il me scanna de la tête aux pieds, le regard perçant mais sans jugement. « Madame Camille, vous voulez enquêter sur votre mari à propos de quoi ? » Tout. Il hocha la tête, sans poser plus de questions. « Le temps presse, je peux couvrir les frais. » Il griffonna quelques lignes puis dit brièvement, « Les 3 premiers jours, je surveillerai son emploi du temps, s'il loue un appartement, ça sortira. » Je signai le contrat, versai un acompte, et sortis du bâtiment le cœur battant la chamade. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je devrais faire une telle chose. Mais une fois qu'on a mis un pied de l'autre côté de la ligne, je savais qu'il était impossible de faire demi-tour. Ce soir-là, Julien rentra très tard. J'étais assise sur le canapé, feignant de regarder la télévision. Il me jeta un coup d'œil un peu surpris. « Tu ne dors pas encore ? Je t'attendais. » Julien fronça les sourcils, desserrant sa cravate. « Je suis fatigué. » « D'accord. » Je me levai. « Je vais te réchauffer la soupe. » Julien me regarda, le regard inquisiteur. Peut-être cherchait-il une trace de larmes, de reproche ou de colère. Mais je ne lui donnai rien de tout cela. Je me comportais de façon parfaitement normale. Pendant le repas, Julien parla de l'entreprise, de ses projets à venir, du fait qu'il devrait peut-être partir à l'étranger pour une longue période. J'écoutais, hochai la tête, posais parfois une question montrant juste assez d'intérêt. Au fond de moi, chacun de ces mots était étiqueté « mensonge ». Cette nuit-là, Julien s'endormit très vite. Je restai allongé à côté de lui, les yeux grands ouverts, écoutant la respiration régulière de l'homme qui avait été tout mon monde. Je trouvais soudain cela drôle, il dormait si bien parce qu'il croyait que j'étais toujours l'ancienne épouse, douce, crédule, facile à mener par le bout du nez. 2 jours plus tard, mon téléphone vibra alors que j'étais au bureau. C'était Stéphane. « Madame Camille, je vous envoie quelques photos, regardez-les. » Je fermai la porte du bureau, ouvris mes emails, les photos qui s'affichèrent à l'écran me serrèrent le cœur. On voyait très clairement Julien, tenant Chloé par la taille, entrant dans le hall d'une résidence de standing dans le quartier du Carré d'Or à Nice. Il baissait la tête pour lui dire quelque chose. Chloé riait, sa main posée très naturellement sur sa hanche. Une autre photo, tous deux tirant une valise vers l'ascenseur. Je m'affalai sur ma chaise. Stéphane envoya un autre message, appartement loué au mois, prix environ 1 200 € par mois. Contrat au nom de son entreprise. 1 200 €. Je calculais mentalement, c'était l'argent que je gagnais sur un projet qui durait tout un mois. Le soir, je vis Sandrine et lui montrai les photos. Sandrine soupira, c'est exactement ce que je pensais. Camille, tu dois te préparer mentalement. Ce n'est que le début. Quoi d'autre ? Sandrine me regarda, ralentissant le débit de sa voix. L'argent, les biens et sa famille. Ta belle-mère n'est pas n'importe qui. Cette phrase me rappela le regard de Madame Geneviève. Je frissonnai soudain. Cette nuit-là, pendant que Julien prenait sa douche, j'ouvris discrètement son téléphone. Mes mains tremblaient mais mon esprit était très clair. Le mot de passe était toujours la date de naissance de Chloé. Je devinai au hasard et l'écran s'ouvrit. Messages, photos, agenda. Je ne lus pas tout, je me contentais de photographier les éléments importants d'une conversation. Julien avait écrit à Chloé, « Je vais tout arranger, attends-moi juste, ma mère nous soutient. » Je reposai le téléphone à sa place, le cœur battant comme un tambour. Quand Julien sortit, j'étais déjà allongé dos à lui, feignant de dormir. Dans l'obscurité, je me mordis la lèvre pour ne pas éclater en sanglots. Pas à cause de la douleur, mais parce que cette trahison n'était plus une affaire privée entre 2 personnes. C'était un complot approuvé par toute sa famille. Je regardais le plafond, une seule pensée en tête. S'ils avaient déjà préparé le chemin pour m'éjecter de cette vie, alors je devais aussi me préparer une issue. Et cette issue ne pouvait pas être les mains vides. Depuis la nuit où j'avais vu ces messages, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière, mais le plus douloureux n'était pas que Julien me trompe, c'était le sentiment d'être secrètement écarté par toute une famille. Comme si je n'avais jamais existé dans ce mariage. Je ne pleurais plus. Les larmes, à ce stade, étaient un luxe inutile. J'avais besoin de lucidité. Les jours suivants, je vécus 2 vies parallèles. Le jour, j'étais toujours l'épouse Boquet, allant travailler, rentrant à l'heure,
demandant des nouvelles de Julien juste ce qu'il fallait. La nuit, j'étais une personne qui rassemblait des morceaux de preuves, chaque trace que je n'aurais jamais pensé devoir tenir un jour dans mes mains. Stéphane continuait de m'envoyer des rapports réguliers. L'emploi du temps de Julien était presque fixe, matin au bureau, fin d'après-midi à l'appartement de Nice, il y restait jusqu'à près de minuit avant de rentrer ou prétextait dormir au bureau. Chloé apparaissait dans presque tous ses créneaux horaires. Il y avait des photos d'eux allant ensemble au supermarché, achetant des articles ménagers, ne ressemblant à rien d'autre qu'à un vrai couple marié. Je regardais ces photos très longtemps, non pas par jalousie, mais pour me rappeler une chose. Cet homme ne m'appartenait plus, du moins pas dans son cœur. Un soir, pendant que Julien se douchait, je fis semblant de ranger son bureau. Avant, j'y entrais très rarement. Julien disait que c'était son espace privé et je le respectais. Maintenant que j'y repense, ce respect s'est avéré être l'excuse parfaite pour qu'il cache tout. Dans un tiroir du bureau, je trouvai un dossier mince, sans étiquette, sans note. Je l'ouvris, à l'intérieur se trouvaient des copies certifiées conformes de documents d'immatriculation d'entreprise, de contrats de travail et quelques papiers liés à une demande de visa long séjour. Le nom de la personne qui l'accompagnait n'était pas moi, c'était Chloé. Mes mains se mirent à trembler, et à ce moment précis mon téléphone vibra, un message de Sandrine. « Ça va ? Je viens de repenser, il est possible qu'il prépare une installation ou un investissement à l'étranger ?» Je répondis par une seule phrase brève, « Je viens de voir le dossier de visa de cette fille. » Silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes, puis Sandrine m'appela directement. « Camille, écoute-moi. À partir de maintenant, chaque papier que tu vois, chaque email, message, facture peut être une clé. Ne laisse rien passer. » « Et moi alors ? » demandai-je, la voix enrouée. « Tu dois d'abord te protéger toi-même. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'ouvris mon ordinateur portable, sauvegardai toutes les photos, documents et messages que j'avais, les enregistrant sur 2 disques durs différents. Je mis un mot de passe, cachai un disque au studio, et confiai l'autre à Sandrine. Je ne croyais plus au hasard. 2 jours plus tard, ma belle-mère réapparut. Cette fois, elle ne frappa pas mais ouvrit elle-même avec le double des clés. J'étais dans la cuisine, je sursautai en entendant le bruit familier de ses talons. « Tu es à la maison ? » ?»« Oui. » Elle s'assit sur une chaise, posa son sac sur la table, le regard acéré. « La semaine prochaine, la famille a une affaire à régler, Julien va partir à l'étranger quelque temps, arrange-toi. » Je me retournai pour la regarder droit dans les yeux. « Il part avec l'entreprise ou c'est un voyage privé, maman ?» Elle se figea une seconde, très vite, puis sourit. « Pourquoi poses-tu tant de questions ? Une femme qui sait s'occuper de son foyer, c'est suffisant. » Je serrai les dents. « Je demande seulement parce que mon passeport est aussi dans le coffre. Si c'est un départ en famille, je devrais peut-être me préparer aussi. » Le sourire sur les lèvres de Madame Geneviève s'éteignit net. Elle me fixa, ses yeux froids comme la glace, sans avoir besoin de prononcer le mot au nom. Je compris, dans leur plan, je n'existais pas. Ce soir-là, Julien rentra très tard. Je l'attendais dans le salon. Dès qu'il posa sa mallette, je demandai d'une voix calme, « Tu comptes partir longtemps à l'étranger ?» Julien se figea, puis reprit rapidement une attitude normale. « Il y a un projet, pourquoi tu demandes ? » C'est ta mère qui en a parlé. Julien garda le silence quelques secondes. « Ouais, c'est pour de la prospection. Toi, reste à la maison et occupe-toi de nos parents respectifs. » Tu pars avec qui ? Julien fronça les sourcils. « Camille, qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Je veux juste savoir où je me situe. » Julien souffla fort, le ton commençant à devenir agacé. « Tu réfléchis trop, n'en fais pas toute une histoire. » Je ne dis plus rien. Je savais que si je prononçais un mot de plus, tout se briserait, et je n'étais pas encore prête à ce que ça se brise maintenant. Après ce jour-là, je commençais à prendre les devants. Je vérifiais tous les documents de propriété. L'appartement où nous vivions était au nom de ma belle-mère, la voiture au nom de l'entreprise, le plus gros compte d'épargne. Julien disait l'avoir investi. J'eus un sourire amer. J'avais signé trop de papiers sans les lire attentivement, juste parce que je croyais en ces 2 mots, mari et femme.
Sandrine m'arrangea un rendez-vous avec un avocat de sa connaissance. Nous étions assis dans un petit bureau discret. L'homme d'âge moyen m'écouta raconter, feuilleta les photos des relevés bancaires puis dit lentement, « Dans votre cas, madame, si vous pouvez prouver l'utilisation de biens communs au profit d'une tierce personne, vous aurez l'avantage lors du divorce. Mais vous devez être patiente, ne les laissez pas tout dissimuler. » Est-ce que je devrais parler franchement à mon mari? L'avocat secoua la tête. Non. Tant que vous n'êtes pas prête à dégainer l'épée, ne faites pas savoir à l'adversaire que vous en avez une. Sur le chemin du retour, je conduisis très lentement. La ville s'illuminait, le flot de passants était dense. Je me sentis soudain minuscule au milieu de tout cela. Mais à ce moment précis, un autre sentiment surgit. Je n'étais plus seul. J'avais la vérité, j'avais des preuves, j'avais des gens derrière moi. Cette nuit-là, j'ouvris à nouveau les photos que Stéphane m'avait envoyées. Je ne ressentais plus la douleur de la première fois, remplacée par une froideur effrayante. Je commençais à envisager le pire scénario, le divorce, être éjecté les mains vides. Et je me demandais si je l'accepterais. La réponse était non. S'ils avaient fini de tracer leur route pour eux, je devais tracer la mienne. Je ne crierai pas, je ne ferai pas de scandale de jalousie, je ne me donnerai pas en spectacle pour attirer la pitié. J'attendrai que tout soit mûr. Avant d'aller dormir, je voudrais adresser un petit mot à vous, oncle, tante, frères et sœurs qui écoutez cette histoire. Si vous avez de l'affection pour moi, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Je vous souhaite à tous beaucoup de santé et de paix. C'était aussi le message que je m'adressais à moi-même. Peu importe où cette histoire me mènera, je dois être assez forte pour avancer. Je choisis de garder le silence encore un temps, non par faiblesse, mais parce que j'avais besoin de voir plus clairement le vrai visage de ceux qui me faisaient face. Ce silence était comme un miroir. Quand je ne réagissais plus, il commençait à révéler des choses qu'il cachait très bien auparavant. Julien partait plus tôt et rentrait plus tard. Parfois, il ne rentrait pas pendant 2 jours d'affilée, envoyant juste un message laconique, occupé par le travail. Je ne posais pas de questions, je notais les horaires, sauvegardais les messages, faisais des captures d'écran. Je faisais tout silencieusement comme une ombre. Stéphane continuait sa surveillance. Il m'envoya une nouvelle série de photos par un midi au soleil écrasant. Cette fois, ce n'était pas l'appartement de Nice, mais une agence immobilière. Julien et Chloé étaient assis face à un homme d'âge moyen, des plans et des contrats sur la table. Stéphane m'envoya un message, il regarde des terrains viticoles dans le Bordelais, il est probable qu'il veuille mettre ça au nom de quelqu'un d'autre. Je lus le message et mes mains devinrent glacées. Le Bordelais, une région d'investissement de grande valeur, idéale pour dissimuler des actifs importants. Je compris soudain pourquoi ma belle-mère était si empressée. Ce n'était plus une affaire privée entre 2 amants. Ce soir-là, ma belle-mère m'appela, sa voix anormalement douce. « Camille, viens dîner à la maison ce week-end. » « Oui. » « J'ai une affaire à discuter. » Je raccrochai, un mauvais pressentiment montant en moi. Le dîner eut lieu dans la bastide familiale du Luberon. La table était remplie de plats, mais l'atmosphère était lourde. Madame Geneviève était assise en bout de table, Julien à sa droite, moi en face. Personne ne dit un mot pendant les 10 premières minutes. Finalement, Madame Geneviève posa ses couverts et me regarda. « Camille, je vais être direct. Toi et Julien êtes mariés depuis 5 ans. » « Oui. » « Cette famille ne manque pas d'argent, ne manque pas de conditions, il ne manque qu'un petit-fils pour perpétuer la lignée. » Je baissai la tête, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Je sais que Julien subit aussi la pression, un homme a besoin d'une descendance. Elle jeta un coup d'œil à Julien. « Tu devrais comprendre ton mari. » Je levai la tête pour la regarder droit dans les yeux. « Si vous voulez parler d'enfants, je pense qu'on devrait être clair. » Julien fronça les sourcils. « Camille. » Je ne me tournai pas vers lui. Julien et moi avons fait des examens. Les résultats, vous les connaissez aussi bien que moi, maman. Madame Geneviève tapa violemment la main sur la table. Ça suffit. Elle se leva, la voix tranchante. Quoi qu'il en soit, tu es la belle-fille, ne rends pas la vie difficile à ton mari. J'éclatai soudain de rire. Mon rire les figea tous les deux. Quand est-ce que je lui ai rendu la vie difficile ?
Julien se leva brusquement. Tu as fini de parler? Je le regardais, pour la première fois sans esquiver. Tu comptes partir à l'étranger pour combien de temps? Julien se figea. C'est pour l'entreprise ou pour ta nouvelle famille? La pièce tomba dans un silence de mort. Madame Geneviève me fixa, le regard plein de méfiance. Qu'est-ce que tu racontes? Je me levai, pris une profonde inspiration. Je veux juste savoir quelle est ma place dans vos projets à venir. Julien gronda, Camille, arrête tes déductions. Des déductions, où suis-je en train d'être éliminé? À peine ces mots prononcés, je vis clairement le trouble passer sur le visage de Julien. Juste une seconde, mais suffisante pour que je sois certaine. Le repas se termina dans le silence. Je partis la première, sans dire au revoir. En conduisant sur le chemin du retour, mes larmes coulèrent sans arrêt. Pas de douleur, mais de déception. J'avais espéré, ne serait-ce qu'un peu, qu'il prendrait ma défense. Ce soir-là, j'appelai Sandrine. Tu avais deviné juste pourquoi? Il prépare tout. Sans moi. Sandrine garda le silence quelques secondes. Camille, il est temps que tu prépares ta sortie. Sortir comment? Divorce. Ce mot résonna clairement dans ma tête. Je pensais que j'aurais peur, mais non, je me sentais juste fatigué. Ce n'est pas encore le moment. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Attendre encore. Sandrine soupira. Tu es sûr? Sûr. J'avais besoin de plus de preuves. J'avais besoin qu'ils se dévoilent davantage d'eux-mêmes. Les jours suivants, je commençai à chercher activement des informations. Je feignis de demander des nouvelles de l'entreprise, du projet à l'étranger, des investissements. Julien répondait négligemment, mais plus il parlait, plus il laissait des failles. Lors d'un moment d'inattention, il laissa échapper une info sur un compte au nom de la société mère, là où l'argent de l'investissement était transféré. Je mémorisais tout. Un après-midi, Stéphane m'appela. Sa voix était plus grave que d'habitude. Madame Camille, il y a une chose que vous devez savoir. Dites-moi. Ils ont pris rendez-vous pour l'entretien de visa. Les trois? Les trois, Julien, Chloé et sa mère. Je fermai les yeux, mon cœur ralentit comme s'il l'avait prédit. Date? Dans 2 semaines. Je raccrochai, restant immobile très longtemps. 2 semaines. Cela signifiait qu'ils allaient bientôt partir, et s'ils partaient sans encombre, tout ce que j'essayais de protéger disparaîtrait. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je m'assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'étendre à l'infini. Je me demandais où j'avais eu tort, si j'avais aimé la mauvaise personne ou si j'avais trop cru au mot famille. Vers le matin, je me levai, ouvris mon ordinateur portable, commençai à rédiger une liste. La liste des choses à faire, des personnes à rencontrer, des papiers à rassembler. Je n'avais plus beaucoup de temps. Je savais qu'à partir de cet instant, la vraie guerre commençait et je n'étais plus une spectatrice. Dès l'instant où j'ai su qu'ils avaient programmé l'entretien pour le visa, je ne me suis plus permis d'hésiter. 2 semaines, cela semble long, mais avec des gens qui ont déjà préparé leur porte de sortie, chaque jour qui passe est un pas en avant pour eux et un pas en arrière pour moi. Je comprenais que si je n'agissais pas maintenant, tout disparaîtrait comme si cela n'avait jamais existé. Le lendemain matin, je pris un jour de congé. Je ne donnai pas la raison à Julien, envoyant juste un message, « Je suis un peu fatigué ». Julien lut le message mais ne répondit pas. J'eus un sourire pâle. Cette indifférence, qui autrefois m'aurait blessé, ne faisait maintenant que me rendre plus lucide. La première chose que je fis fut de me rendre à la banque. Je demandai l'impression de tout l'historique des transactions du compte joint sur les 3 dernières années. L'employé de banque me regarda avec hésitation. Il faut la signature des 2 époux. Je suis cotitulaire du compte. Oui, mais... Je pris une profonde inspiration, gardant une voix calme, s'il vous plaît, vérifiez le contrat d'ouverture de compte. Après quelques minutes d'échange avec le directeur, ils acceptèrent de fournir les relevés. Je tins la liasse de papiers épaisse dans mes mains, la sentant lourde comme du plomb. Chaque chiffre là-dedans n'était plus de l'argent, mais une preuve. En quittant la banque, je filai directement à mon studio. J'ouvris le coffre-fort, sortis les vieux contrats,
les projets que j'avais réalisés, les sommes que j'avais transférées sur le compte joint. J'avais besoin de prouver une chose, je n'étais pas une profiteuse. Dans ce patrimoine, il y avait ma sueur et mes efforts. À midi, je retrouvai Sandrine, elle m'attendait déjà dans une petite salle de réunion du cabinet d'avocat. Sur la table reposait la pile de papier que j'avais envoyée la veille au soir. Sandrine tourna chaque page en hochant la tête. « Camille, tu as bien fait. C'est suffisant pour prouver que les biens communs ont été utilisés à des fins détournées. Quant à leur préparation de départ à l'étranger. » Sandrine leva la tête, le regard sérieux. « Si on prouve qu'il y a des signes de dissimulation d'actifs, on peut déposer une requête pour des mesures conservatoires d'urgence, mais il faut être prudente. Si on agit trop tôt, ils seront sur leur garde. Je n'ai plus beaucoup de temps. Alors il faut frapper juste. » Cette phrase me suivit tout le long du chemin du retour. Frapper juste signifiait ne pas avoir le droit à l'erreur. Cet après-midi-là, Stéphane m'envoya un dossier supplémentaire. Cette fois, c'était la copie d'un compromis de vente pour un terrain viticole dans la région de Bordeaux, au nom d'un parent éloigné de ma belle-mère. Le montant de la compte s'élevait à 60 000 €. La date du virement coïncidait avec un gros retrait du compte de l'entreprise de Julien. Je fixai ce chiffre. 60 000 €. Alors que je versais régulièrement l'argent du ménage sur le compte joint, ils avaient secrètement retiré de grosses sommes pour les amasser en biens dont je n'avais aucune idée. Le soir, Julien rentra plus tôt que d'habitude. Il semblait joyeux, il avait même acheté à dîner. Aujourd'hui, j'ai commandé ce que tu aimes. Je regardai le sac de traiteur sur la table, l'odeur familière me serra le cœur. Je me souvins des premiers jours de notre mariage, il se rappelait toujours ce que j'aimais et ce que je détestais. Mais ce souvenir n'était plus désormais qu'une couche de vieille peinture écaillée. Merci. Nous dînâmes en silence. Une fois le débarrassage terminé, Julien prit la parole. La semaine prochaine, je pars à l'étranger. Je sais. Julien fut un peu surpris. Maman t'a dit? Oui. Je pars environ un mois. Je m'assis sur le canapé et le regardai. Tu as l'intention de me dire quelque chose avant de partir? Julien évita mon regard. Tu te fais trop de soucis. Je pars pour le travail, il n'y a rien d'autre. Je ris doucement. Oui, c'est sûrement parce que j'ai trop de temps libre. Cette phrase l'agaça visiblement. Camille, ne sois pas sarcastique. Je n'oserais pas. Je me levai et entrai dans la chambre, fermant la porte. Je ne voulais rien dire de plus, chaque mot à ce stade pouvait gâcher mon plan. Cette nuit-là, assise sur le lit, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à rédiger la requête. Demande de conseil sur l'application de mesures conservatoires d'urgence. Exposer des signes de dissimulation de patrimoine. Je ne la déposai pas tout de suite, je la préparai juste. 3 jours plus tard, je pris l'initiative d'appeler ma belle-mère. Maman, ce week-end je passerai vous voir. La voix de Madame Geneviève à l'autre bout du fil eut une pointe de surprise, puis redevint rapidement normale. Oui, passe. J'arrivai à sa bastide le samedi après-midi. Elle regardait la télévision, me vit et hocha la tête. Assieds-toi. Je m'assis, parlai de choses et d'autres un moment, puis feignis un soupir. Je suis si inquiète, maman. Inquiète de quoi? Julien part longtemps à l'étranger, je suis seule à la maison. Il y a tant de choses que je ne maîtrise pas. Madame Geneviève me regarda, le regard inquisiteur. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste peur que s'il arrive quelque chose lié à l'argent ou au papier. Je ne saurais pas comment me débrouiller. Elle eut un rire froid. Pourquoi une femme s'inquiéterait-elle de ça? Julien et moi, on s'en occupe. J'hochai la tête, l'air résigné. Oui. J'espère juste que tout ira bien. La conversation se termina rapidement, mais j'en avais assez vu. La confiance de Madame Geneviève n'était pas naturelle. Elle était persuadée que je ne savais rien, que je ne pouvais rien faire. Sur le chemin du retour, je réalisais une chose, parfois, l'adversaire est fort non pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il pense que vous êtes faible. Et c'est cette pensée qui est leur plus grande faille. Ce soir-là, j'appelai Sandrine. Je suis prête. Pour quelle étape? La première.
Sandrine garda le silence quelques secondes puis dit lentement, « Alors à partir de maintenant, chaque mouvement doit être précis. » Je raccrochai, regardai par la fenêtre. La ville était toujours illuminée, toujours bruyante, mais en moi, tout avait changé. Je n'étais plus celle qui regardait. J'avais mis le pied sur l'échiquier et je ne partirais pas avant d'avoir le résultat. Je choisis le moment où Julien était le plus occupé pour avancer mon premier pion. Quand une personne est trop convaincue que tout est sous son contrôle, elle néglige les petits détails. Et ce sont ces détails qui révèlent le mieux la vérité. Ce matin-là, je me levai plus tôt que d'habitude. Je préparai le petit déjeuner, fis couler le café, dressai la table comme un jour normal. Julien sortit, semblant surpris. « Tu es levé tôt aujourd'hui. »« Oui, je voulais te parler un peu. » Julien se figea mais s'assit quand même. « De quoi ?» Je posai la tasse de café devant lui, la voix douce. « Je pense qu'avant ton départ à l'étranger, on devrait revoir les papiers financiers. Je reste ici, s'il y a un problème, je saurai au moins comment gérer. » Julien but une gorgée de café, les yeux baissés. « Il n'y a rien à revoir. Je veux juste que ce soit clair. » Il posa sa tasse, fronça légèrement les sourcils. « Camille, tu ne me fais pas confiance ?» Je le regardai droit dans les yeux, esquissant un sourire très fin. « Si, bien sûr. Mais la confiance n'exclut pas la transparence. » L'atmosphère entre nous se tendit visiblement. Finalement, Julien se leva. « On en parlera une autre fois, je vais être en retard. » Il quitta précipitamment la maison. Je le regardai partir, le cœur battant régulièrement, mais intérieurement j'étais prête. J'avais prévu cette réaction d'évitement. Juste après, j'appelai Sandrine. Il a esquivé, comme prévu. Sandrine répondit, « Continue de te montrer concerné, exige la transparence, mais ne menace pas. » Je raccrochai, ouvris mon ordinateur portable et envoyai un email officiel au service comptabilité de l'entreprise de Julien, en tant que personne concernée par les finances familiales, demandant des détails sur les frais de mission récents. L'email était rédigé très poliment, sans attaque, demandant juste des informations. Je savais que cet email n'obtiendrait pas de réponse directe, mais il créerait une onde de choc. L'après-midi, Julien m'appela, sa voix n'était plus aussi calme que d'habitude. « Pourquoi as-tu envoyé un mail à mon entreprise ?» Je feignis la surprise. Je demandais juste. « Il y a un problème ? Les affaires de l'entreprise, laisse l'entreprise gérer. Mais l'argent de l'entreprise est lié à l'argent de notre famille. » Silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. « Camille, ne complique pas les choses. » Je ne complique pas, j'essaie de comprendre. Je raccrochai avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, mes mains tremblaient légèrement, mais je savais que je venais de toucher un point sensible. Ce soir-là, ma belle-mère appela. « Camille, qu'est-ce que tu as fait pour énerver Julien ?» Je pris une profonde inspiration. J'ai juste posé des questions sur les papiers avant qu'il parte loin. Une épouse doit savoir un minimum, non ? Sa voix commença à devenir aigre. Tu n'as rien à exiger. Alors ne te mêle pas des affaires des hommes. Je gardai le silence. Ce silence l'agaça davantage. Tu as bien entendu ? Oui. Je raccrochai, le cœur froid. Il commençait à réagir, ce qui signifiait que j'avais visé juste. Le lendemain, Stéphane m'envoya une nouvelle information. Madame Camille, il y a des signes qu'il transfère encore de l'argent. Combien ? Environ 32 000 euros, divisé en 3 tranches. Je fermai les yeux. Période ? Ces 2 derniers jours. Je transférai immédiatement cette information à Sandrine. Moins de 10 minutes plus tard, Sandrine rappela. Camille, ça suffit. Tu peux passer à l'étape suivante. C'est quoi ? Déposer une requête pour geler temporairement certains comptes pour suspicion de dissimulation d'actifs avant divorce. Le mot divorce résonna à nouveau. Cette fois, je n'hésitais plus. L'après-midi, assise dans le cabinet d'avocat, je signai les premiers papiers. Ma main signa avec fermeté. En posant le stylo, je sus que je venais officiellement de pousser la partie dans une autre phase. Sur le chemin du retour, je reçus un message de Julien. « À quoi tu joues ?» Je regardai l'écran longtemps puis répondis « Je protège ma part. »
Un instant plus tard, il appela sans cesse. Je ne décrochais pas. Je n'avais plus l'obligation de m'expliquer alors qu'il ne m'avait jamais rien expliqué. Ce soir-là, Julien rentra très tard. Il entra dans le salon, le visage tendu. « Camille, jusqu'où comptes-tu aller ?» Je me levai pour lui faire face. « Si tu veux parler, parle clairement, je n'aime plus les sous-entendus. Je compte divorcer. » Je le regardai, étrangement calme. « Si je dis oui, qu'est-ce que tu vas faire ?» Julien garda le silence. Ce silence était la réponse. Il se détourna, jeta ses clés sur la table. « Tu as changé. » J'eus un sourire triste. « Non, je ne suis juste plus aveugle. » Cette nuit-là, je restai assis seul dans ma chambre. Dehors, le bruit des voitures continuait, la vie suivait son cours. Je savais qu'à partir d'aujourd'hui, je n'étais plus celle qui attendait passivement le verdict. J'avais avancé mon pion, et quelle que soit l'issue, je ne le regretterais pas. Le lendemain matin, je me réveillai avec une sensation très étrange, plus de panique, plus de peur, juste une lucidité froide qui me surprit moi-même. Peut-être que lorsque l'être humain s'est préparé mentalement au pire, tout ce qui arrive ensuite devient beaucoup plus facile à supporter. Julien était parti tôt, sur la table il y avait un mot griffonné à la hâte, « Je pars en déplacement quelques jours, réfléchis à ce que tu fais. » Je pliai le papier, le rangeai dans un tiroir. Ces mots n'avaient plus le pouvoir de m'ébranler. Je n'avais même pas fini mon petit déjeuner que le téléphone vibra sans cesse. Un numéro inconnu, je décrochai. « Allô, est-ce Madame Camille ?» « C'est moi. Je suis l'avocat représentant Monsieur Julien. » Je eus un petit rire intérieur. La contre-attaque était rapide. « Je vous écoute. Nous avons appris que vous entamiez certaines procédures liées au gel des avoirs. Cela pourrait affecter gravement les activités commerciales de Monsieur Julien. J'agis conformément à la loi. Mais si vous continuez, le camp de Monsieur Julien prendra des mesures juridiques en représailles. » Je gardai le silence quelques secondes. « Faites selon les droits de votre client. Moi aussi, j'agis selon mes droits. » Je raccrochai, mon cœur battait plus vite. Pas de peur, mais parce que je savais que je les avais forcés à se dévoiler. Moins d'une heure plus tard, ma belle-mère apparut devant ma porte. Son visage était blême de colère. « Tu veux vraiment détruire cette famille pour être satisfaite ?» J'ouvris la porte, ne l'invitai pas à entrer, me tenant juste en barrage devant l'entrée. « Que voulez-vous dire, maman ? Tu lances des procès, tu gèles les avoirs, tu empêches Julien de faire des affaires. Je ne fais que protéger mes droits légaux. » Elle eut un rire méprisant. « Quel droit ? Cet argent, c'est mon fils qui l'a gagné. » Je la regardai droit dans les yeux. « Il y a aussi l'argent que j'ai apporté avant le mariage. » Elle se figea une seconde puis s'emporta, « Ne dis pas n'importe quoi, as-tu des papiers ? » « Oui. » Juste ce mot, et elle se tut. Je vis clairement l'hésitation dans ses yeux. « Camille, je te le dis, si tu fais encore des histoires, je ne te laisserai pas tranquille. » Moi non plus. Je parlais très lentement. « Je ne veux pas être votre ennemi, maman, mais si quelqu'un touche à ma survie, je ne céderai pas. » Elle me fixa comme si elle regardait une toute autre personne. « Tu as changé. » Je me suis juste réveillé. Elle tourna les talons en lâchant une phrase, « Tu le regretteras. » Je fermai la porte, m'appuyai contre le battant, expirai profondément, mes mains tremblaient mais cette fois je ne pleurais pas. À midi, Sandrine m'appela. Ils ont réagi plus fort que je ne le pensais. Je trouve aussi, mais c'est bien, plus ils réagissent, plus ils révèlent leurs failles. C'est quoi la prochaine étape ? Prépare-toi mentalement. Ils vont jouer la carte affective. Je n'eus pas le temps de poser plus de questions que Sandrine continua, ils vont te faire sentir que c'est toi la méchante, celle qui brise la famille. Je restai silencieuse. Camille, souviens-toi bien, celui qui t'a trahi, ce n'est pas toi. Dans l'après-midi, je reçus un autre appel, cette fois d'un numéro familier. Camille, c'est moi. La voix de Julien était devenue grave. Je veux te voir. Dis ce que tu as à dire au téléphone. Je suis près de la maison. Je regardai par la fenêtre, sa voiture familière était garée sous l'arbre. Monte. Julien entra, le visage fatigué,
le regard mêlé de colère et de désarroi. Tu comptes pousser les choses jusqu'à ce point. Je lui versai un verre d'eau. Jusqu'à quand comptais-tu me cacher tout ça? Julien eut un rire pâle. Qu'est-ce que j'ai caché? Les sommes transférées à l'extérieur, les voyages d'affaires fictifs. Les personnes que tu emmènes avec toi. Son visage se durcit. Tu me surveilles? J'y ai été obligé. Tu ne me fais pas confiance. Je secouai la tête. Tu m'as donné des raisons de ne pas te faire confiance. Julien se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Camille, si tu arrêtes maintenant, je peux passer l'éponge. Je le regardai, voyant pour la première fois clairement la peur dans ses yeux. Si je n'arrête pas, tu perdras plus que tu ne le penses. Par exemple, ton honneur, ta réputation. Tu crois que la société te regardera comment? Je ris. Tu crois que la société ne voit pas ce que tu fais? Julien tapa du poing sur la table. Ne m'oblige pas à agir, c'est toi qui m'y forces. La pièce plongea dans un silence lourd. Finalement, Julien soupira. Camille, je t'en supplie. Ce mot me fit tressaillir. Supplie quoi? Donne-moi du temps. Les choses ne sont pas ce que tu crois. Alors dis-moi, quelle est la vérité? Julien me regarda puis baissa la tête. Je ne fais pas des affaires qu'avec l'entreprise en France. Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent dehors? Combien? Il ne répondit pas. Je comprends. Et tu comptais tout emporter. Je voulais juste une voie de sécurité. Une voie où je ne figurais pas, c'est ça? Julien garda le silence. Cette réponse fit mal mais me libéra aussi de mes dernières hésitations. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Julien me regarda longuement. Tu as vraiment changé. J'hochai la tête, grâce à toi. Il tourna le dos et marcha vers la porte, s'arrêtant un instant. Camille, je ne te faciliterai pas la tâche. Je répondis d'une voix calme, moi non plus. La porte se referma. Je restai immobile très longtemps, sentant clairement qu'à partir de cette minute, tout avait dépassé le point de non-retour. Ce soir-là, je reçus un message d'un compte inconnu. Si tu n'arrêtes pas, tu vas payer le prix. Je fis une capture d'écran et l'envoyai à Sandrine et Stéphane. Stéphane appela immédiatement. Ne répondez pas, laissez-moi gérer. Ça va aller? Plus ils menacent, plus ils sont faibles. Je raccrochai, assis seul dans l'obscurité. Pour la première fois, je ressentais clairement le danger réel, ce n'était plus une histoire de sentiments mais d'argent, de pouvoir, d'avidité. Mais au lieu d'avoir peur, je me sentais étrangement calme. Peut-être parce que je comprenais que reculer maintenant signifiait tout perdre. J'ouvris mon ordinateur pour revoir tout le dossier, chaque chiffre, chaque ligne de texte était une preuve. Je savais que cette guerre serait encore très longue et que l'adversaire avait commencé à utiliser tous les moyens pour me forcer à me soumettre. Mais je savais aussi que lorsqu'il commençait à menacer, c'est qu'il n'avait plus d'issue. Après le message de menace de cette nuit-là, je ne dormis plus profondément. Non par peur, mais parce que mon esprit fonctionnait en continu comme une machine refusant de s'arrêter. Je commençais à comprendre qu'une fois l'argent et les intérêts touchés, l'être humain peut devenir effrayant à un point inimaginable. Le lendemain matin, j'arrivais au bureau plus tôt que d'habitude. J'avais besoin d'un espace calme pour réfléchir. Le bureau était encore vide, la lumière des néons tombait sur la table froide. Je m'assis, ouvris mon ordinateur portable, passai de nouveau en revue tout le dossier. Chaque chiffre, chaque relevé, chaque message fut réorganisé par ordre chronologique. Je ne me permettais pas de rater le moindre détail. Vers 9 heures, le téléphone vibra. C'était Stéphane. Madame Camille, hier soir, quelqu'un de leur côté a posé des questions sur votre emploi du temps. Je me figeai. Quel genre de questions? Ils ont interrogé le gardien de l'immeuble, et même le café où vous allez souvent. Je serrai le poing. Ils savent pour vous? Pas encore. Mais je pense qu'ils tâtent le terrain. Soyez prudente, s'il vous plaît. Vous aussi. Évitez de sortir seul le soir. Je raccrochai, pris une profonde inspiration. C'était ça, la pression invisible, pas besoin de se montrer, pas besoin de confrontation directe,
juste faire sentir à l'autre qu'il est suivi, encerclé. À midi, je reçus un appel d'une vieille connaissance, une cousine de Julien. « Camille, j'ai entendu parler de votre histoire. » « Oui. Je vais être franche, tu y vas un peu fort. » Je gardai le silence. Tous les hommes font des erreurs un jour ou l'autre. Si tu pousses les choses ainsi, ce sera difficile de se regarder en face plus tard. Je pense que tu devrais supporter. Pas supporter, mais penser à l'intérêt général. J'eus un rire pâle. L'intérêt général de qui, cousine? Silence à l'autre bout du fil. Camille, je te conseille juste. Merci, mais j'ai mûrement réfléchi. Je raccrochai. Ce genre d'appel commença à se multiplier dans la journée. Famille, amis communs, même des gens avec qui je n'avais plus de contact depuis longtemps. Tous venaient sous couvert de conseils mais en réalité mettaient la pression. Ils n'étaient pas de mon côté, ils avaient juste peur des ennuis. L'après-midi, j'allai voir Sandrine. Elle me regarda de la tête aux pieds puis soupira. « Tu as maigri. » Un peu de pression. Je commence à me sentir fatigué. Sandrine me versa un verre d'eau. C'est normal d'être fatigué, mais ne laisse pas la fatigue te faire reculer. Je sais, Camille, il joue sur la psychologie. T'isoler pour que tu doutes de toi-même. Je le sens aussi. Mais souviens-toi d'une chose, s'il n'avait rien à se reprocher, il n'aurait pas besoin de faire ça. Ces paroles me réveillèrent. C'est vrai, si je ne tenais rien qui leur fasse peur, ils ne se donneraient pas tant de mal. Ce soir-là, je rentrai tard. À peine entré dans le hall de l'immeuble, je sentis le regard de quelqu'un me suivre. Je tournai la tête, ne vis que quelques inconnus. Peut-être mon imagination, peut-être pas, mais mon cœur battait plus vite que la normale. Arrivé chez moi, je verrouillai soigneusement la porte, tirai les rideaux hermétiquement. Je m'assis sur le canapé, une sensation de vide m'envahit peu à peu. Pour la première fois depuis le début de toute cette affaire, je me permis un moment de faiblesse. Je serrai un coussin contre moi, restant assis immobile très longtemps. Je me remémorai les premiers jours de notre mariage. À l'époque, je croyais qu'il suffisait d'amour et d'efforts pour que tout aille bien. J'avais été fier d'avoir choisi un homme ambitieux. J'avais ignoré les signes anormaux, me disant que j'étais paranoïaque. Maintenant que j'y repense, je comprends que je n'étais pas paranoïaque, je n'osais juste pas affronter la réalité. Le téléphone vibra, un message de Julien. « Camille, je subis une énorme pression. » Je regardai l'écran sans répondre. Quelques minutes plus tard, un autre message arriva. « Tu veux vraiment me pousser à bout ?» Je restais toujours silencieuse. Troisième message. « Réfléchis bien. Nous avons été mari et femme. » Je posai le téléphone face contre table, mon cœur eut un pincement mais ne vacilla plus. Je comprenais que ce n'était pas du regret, mais la peur de perdre. Le lendemain matin, je reçus une convocation des autorités pour un complément d'information. Je savais que les choses allaient dans le bon sens, mais cela signifiait aussi que la pression allait être encore plus grande. Dans le bureau, un officier m'interrogea très précisément sur les sommes d'argent, sur la relation entre Julien et cette femme. Je répondis honnêtement et clairement. En sortant, mes jambes étaient un peu faibles mais mon esprit plus léger. Dire la vérité, même si ça fait mal, est toujours plus léger que de la garder en soi. Dans l'après-midi, Stéphane m'envoya un nouvel enregistrement audio. La voix de Julien y était pleine d'agacement, elle ne veut pas s'arrêter. Si ça continue comme ça, tout va éclater. Une autre voix répondit, grave et froide, alors il faut lui faire peur. En l'écoutant, mes mains devinrent glacées. Ce n'était plus une déduction. Mais au lieu de paniquer, j'envoyai immédiatement l'enregistrement à Sandrine et à l'avocat. Sandrine rappela aussitôt. « Camille, à partir de maintenant, ne va nulle part seule. Et souviens-toi, tout ça, ce sont des preuves. » Oui. Ils sont en train de creuser leur propre tombe. Cette nuit-là, allongé sur mon lit, je regardais le plafond, la pression pesait lourdement sur ma poitrine, mais au fond de moi, je me sentais plus clair que jamais. Je savais que je faisais ce qu'il fallait, je savais que je ne pouvais pas faire demi-tour. Cette guerre avait dépassé le stade du tort ou de la raison personnelle. C'était une guerre pour récupérer le droit d'être une personne, le droit de ne pas être piétiné.
Et peu importe la fatigue, je ne lâcherai pas prise. Je savais que ce jour finirait par arriver, je ne pensais juste pas qu'il arriverait si vite. Quand un système de mensonges est percé de trop de trous, il s'effondre de lui-même, sans besoin d'une poussée supplémentaire. Et moi, de la position de celle qu'on accule, je me retrouvais soudain au centre de la tempête. Ce matin-là, à peine arrivé au bureau, mon téléphone vibra sans discontinuer, messages, appels manqués, notifications d'anciens groupes de discussion. J'ouvris un lien envoyé par Sandrine, mon cœur se figea. Sur un site d'actualité, un article affichait clairement en titre qu'un entrepreneur local faisait l'objet d'une enquête pour soupçon de transfert illégal de fonds vers l'étranger, accompagné d'informations floues mais suffisantes pour que les initiés reconnaissent de qui il s'agissait. Je n'avais pas besoin de lire en détail pour savoir que c'était lui. C'est normal d'être fatigué, mais ne laisse pas la fatigue te faire reculer. Je sais, Camille, il joue sur la psychologie. Il t'isole pour que tu doutes de toi-même. Je le vois aussi. Mais souviens-toi d'une chose, si tu avais tort, il n'aurait pas besoin de faire tout ça. Ces paroles me réveillèrent. C'est vrai, si je ne tenais rien qui leur fasse peur, ils ne se donneraient pas tant de mal. Ce soir-là, je rentrais tard. À peine entré dans le hall de l'immeuble, je sentis le regard de quelqu'un me suivre. Je tournai la tête, ne vis que quelques inconnus. Peut-être mon imagination, peut-être pas, mais mon cœur battait plus vite que la normale. Arrivé chez moi, je verrouillai soigneusement la porte, tirai les rideaux hermétiquement. Je m'assis sur le canapé, une sensation de vide m'envahit peu à peu. Pour la première fois depuis le début de toute cette affaire, je me permis un moment de faiblesse. Je serrai un coussin contre moi, restant assis immobile très longtemps. Je me remémorais les premiers jours de notre mariage. À l'époque, je croyais qu'il suffisait d'amour et d'efforts pour que tout aille bien. J'avais été fier d'avoir choisi un homme ambitieux. J'avais ignoré les signes anormaux, me disant que j'étais paranoïaque. Maintenant que j'y repense, je comprends que je n'étais pas paranoïaque, je n'osais juste pas affronter la réalité. Le téléphone vibra, un message de Julien. Camille, je subis une énorme pression. Je regardai l'écran sans répondre. Quelques minutes plus tard, un autre message arriva. Tu veux vraiment me pousser à bout ? Je restais toujours silencieuse. Troisième message. Réfléchis bien. Nous avons été mari et femme. Je posai le téléphone face contre table, mon cœur eut un pincement mais ne vacilla plus. Je comprenais que ce n'était pas du regret, mais la peur de perdre. Le lendemain matin, je reçus une convocation des autorités pour un complément d'information. Je savais que les choses allaient dans le bon sens, mais cela signifiait aussi que la pression allait être encore plus grande. Dans le bureau, un officier m'interrogea très précisément sur les sommes d'argent, sur la relation entre Julien et cette femme. Je répondis honnêtement et clairement. En sortant, mes jambes étaient un peu faibles mais mon esprit plus léger. Dire la vérité, même si ça fait mal, est toujours plus léger que de la garder en soi. Dans l'après-midi, Stéphane m'envoya un nouvel enregistrement audio. La voix de Julien y était pleine d'agacement, elle ne veut pas s'arrêter. Si ça continue comme ça, tout va éclater. Une autre voix répondit, grave et froide, alors il faut lui faire peur. En l'écoutant, mes mains devinrent glacées. Ce n'était plus une déduction. Mais au lieu de paniquer, j'envoyai immédiatement l'enregistrement à Sandrine et à l'avocat. Sandrine rappela aussitôt. Camille, à partir de maintenant, ne va nulle part seule. Et souviens-toi, tout ça, ce sont des preuves. Oui. Ils sont en train de creuser leur propre tombe. Cette nuit-là, allongé sur mon lit, je regardais le plafond, la pression pesait lourdement sur ma poitrine, mais au fond de moi, je me sentais plus clair que jamais. Je savais que je faisais ce qu'il fallait, je savais que je ne pouvais pas faire demi-tour. Cette guerre avait dépassé le stade du tort ou de la raison personnelle. C'était une guerre pour récupérer le droit d'être une personne, le droit de ne pas être piétiné. Et peu importe la fatigue, je ne lâcherai pas prise. Je savais que ce jour finirait par arriver, je ne pensais juste pas qu'il arriverait si vite. Quand un système de mensonges est percé de trop de trous, il s'effondre de lui-même, sans besoin d'une poussée supplémentaire. Et moi, de la position de celle qu'on accule, je me retrouvais soudain au centre de la tempête. Ce matin-là, à peine arrivé au bureau, mon téléphone vibra sans discontinuer, messages,
appel manqué, notification d'anciens groupes de discussion. J'ouvris un lien envoyé par Sandrine, mon cœur se figea. Sur un site d'actualité, un article affichait clairement en titre qu'un entrepreneur local faisait l'objet d'une enquête pour soupçon de transfert illégal de fonds vers l'étranger, accompagné d'informations floues mais suffisantes pour que les initiés reconnaissent de qui il s'agissait. Je n'avais pas besoin de lire en détail pour savoir que c'était lui. Moins d'une demi-heure plus tard, un collègue se pencha vers mon oreille et chuchota, « Camille, tu as vu les infos ce matin ?» J'ai vu. Il paraît qu'il va bientôt être convoqué. J'hochai la tête sans rien ajouter. Pour la première fois, je ressentais clairement que la vérité commençait à faire surface. Vers 10 heures, Sandrine appela. Sa voix était tendue et pressée. « Camille, prépare-toi. Ils ont commencé à convoquer tout le monde. » Qui ? Les personnes impliquées, le comptable, l'assistant, les intermédiaires. Je fermai les yeux quelques secondes. Et Julien ? Pas encore officiellement, mais c'est imminent. Je raccrochai, les paumes moites. Même si je m'y étais préparé depuis longtemps, ce moment me faisait encore trembler. Pas par pitié, mais parce que je savais qu'à partir de cette minute, il n'y avait plus de retour en arrière possible pour qui que ce soit. À midi, ma belle-mère appela encore. Cette fois, sa voix n'était plus aussi agressive qu'avant, elle était visiblement enrouée. « Camille, écoute-moi. » « Oui. »« L'affaire. »« L'affaire de Julien, tu es au courant ?» Je gardai le silence quelques secondes. « Je sais. »« Toi. Tu peux l'aider ?» J'eus un sourire triste. « Vous pensez que je peux encore aider à quoi que ce soit ? C'est ton mari après tout. » « C'est mon mari ou ça a été mon mari ?» Elle soupira lourdement. « Camille, je t'en supplie. » Ces mots ressemblaient exactement à la voix de Julien la veille. Je sentis un vide dans mon cœur. « Vous me suppliez de quoi ? » De ne plus faire d'histoire. Je répondis très lentement. « Maman, cette affaire n'est plus entre mes mains désormais. » Silence à l'autre bout du fil. J'entendis qu'elle pleurait doucement. « Tu es trop cruel. » Je fermai les yeux. Si j'étais cruel, je n'aurais pas supporté toutes ces années. Je raccrochai. Cette fois, mes larmes coulèrent, mais elles tombèrent très vite et séchèrent aussitôt. Dans l'après-midi, Stéphane m'envoya un nouveau dossier. « Madame Camille, voici les transactions les plus récentes présentant des signes de falsification de dossier. » Je regardai chaque page, le cœur battant fort. « Vous êtes sûr ? » ?»« Sûr. Si les autorités creusent, tout sortira. » Je l'envoyai immédiatement à l'avocat. Moins de 10 minutes plus tard, il rappela. « Madame Camille, la situation évolue très vite, vous devez garder votre calme et ne surtout pas avoir de contact privé avec la partie adverse. » Je comprends. Et encore une chose. Oui. Il est possible qu'il cherche à rejeter la faute sur vous. Je me figeai. Rejeter la faute comment ? Il pourrait dire que vous saviez ou que vous avez participé. Je serrai fort le téléphone. Je n'ai rien fait. Je sais, mais il faut se préparer. Ce soir-là, je ne rentrai pas chez moi, je restai chez Sandrine. Nous étions assises dans le salon, la lumière jaune se reflétant au sol, personne ne dit rien pendant un long moment. Camille. Sandrine prit la parole la première. Oui. Si c'est trop dur. Est-ce que tu regrettes ? Je secouai la tête. Non, juste triste. Triste de quoi ? Triste parce que la personne en qui j'avais confiance est celle qui m'a poussé dans cette situation. Sandrine posa la main sur mon épaule. Mais tu fais ce qu'il faut. J'hochai la tête. Cette nuit-là, je repassais toute l'histoire dans ma tête, des premiers jours de bonheur aux signes anormaux. Jusqu'au moment où j'avais décidé de ne plus me taire. Je réalisais soudain que si je ne m'étais pas levé, j'aurais peut-être traîné ce ressentiment toute ma vie. Avant d'aller dormir, je voudrais dire une petite chose à vous, oncle, tante, frères et sœurs qui écoutez cette histoire. Si vous avez de l'affection pour moi, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Je vous souhaite à tous beaucoup de santé et de paix. Votre soutien est la motivation pour que je continue à raconter des histoires vraies et pleines de valeur. Le lendemain matin, les nouvelles éclatèrent de façon plus intense.
Certains sites commencèrent à mentionner l'épouse dans l'affaire avec de nombreuses spéculations contradictoires. Certains avaient de la compassion, d'autres blâmaient. J'éteignis mon téléphone, arrêtant de lire. Je ne pouvais pas contrôler la rumeur publique, mais je pouvais me contrôler moi-même. À midi, je reçus un appel de Julien, le premier depuis plusieurs jours. « Camille, j'ai de gros ennuis. »« Je sais. »« Est-ce que je peux te voir ?»« Non. »« Camille, je vais bientôt être convoqué, je vais devoir faire face. »« Tu n'as vraiment plus aucun sentiment ?» Je gardai le silence un long moment. « Ces sentiments dont tu parles, tu les as brisés de tes propres mains. » Je raccrochai. Cette fois, ma main ne tremblait plus. Ce soir-là, je me tins seul sur le balcon, regardant la ville s'illuminer. Je savais que demain ou après-demain, tout serait encore plus bruyant. Mais je savais aussi que le masque était tombé, personne ne pouvait plus rien cacher éternellement. Ma vie, à partir d'aujourd'hui, allait entrer dans un nouveau chapitre. Un chapitre débarrassé des mensonges, débarrassé des sacrifices aveugles, et même si le chemin à venir s'annonçait difficile, je continuerais à avancer le dos droit et la tête haute. Le lendemain, j'entrai officiellement dans la phase que je savais être la plus cruelle. Non pas à cause de la loi, ni à cause de l'argent, mais à cause de l'opinion publique. Lorsqu'une histoire privée est traînée dans la lumière, ceux qui sont impliqués sont rarement jugés avec équité. Je m'y étais préparé mentalement, mais quand cela s'abattit vraiment, il y eut des moments où mon cœur pesa une tonne. Tôt le matin, j'ouvris mon téléphone et vis mon nom apparaître dans un article sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas complet, ce n'était pas exact, mais c'était suffisant pour exciter la curiosité de la foule. Il y avait ceux qui me défendaient, ceux qui étaient sarcastiques, et même ceux qui me blâmaient de n'avoir pas su garder mon mari. Je survolai chaque ligne de commentaires puis éteignis l'appareil. Je comprenais que si je me laissais noyer là-dedans, je serais épuisé avant même d'atteindre le bout du chemin. Sandrine m'appela. Ne lis plus rien. Je sais ce que l'avocat a dit. Ils m'ont dit de garder le silence. C'est exact. Quoi qu'on dise maintenant, ce sera déformé. Je regardais par la fenêtre, la ville était toujours aussi bruyante que d'habitude. Les gens allaient travailler, riaient et parlaient. Comme si, alors que la tempête balayait ma vie, mon existence n'avait aucune importance. Ce sentiment était à la fois solitaire et révélateur, personne ne vit votre vie à votre place, donc personne ne porte la responsabilité de votre douleur à votre place. Vers 10 heures, je reçus une convocation officielle en tant que personne concernée. Je savais que ce moment finirait par arriver. Je m'habillais correctement, me maquillais très légèrement, non pour dissimuler quoi que ce soit, mais pour me rappeler que je gardais le contrôle sur moi-même. Dans le bureau, l'atmosphère était sérieuse et froide. L'officier me posa des questions très précises, phrase par phrase. « Êtes-vous au courant de ces sommes d'argent ? » « Non. » « Avez-vous signé des documents liés à cela ? » « Je n'ai signé que des papiers relatifs à la vie commune, il n'y a pas eu de transaction vers l'étranger, il n'y a eu que des conflits avec mon mari durant cette période. J'avais des raisons de soupçonner des choses non transparentes. » Je répondis distinctement, sans rien ajouter, sans rien omettre. Je n'essayais ni de paraître faible, ni de paraître trop dur. Je disais simplement la vérité. À la fin de la séance, je me sentis fatigué mais soulagé. Au moins, je n'avais plus rien à cacher. L'après-midi, je retrouvai Stéphane dans un café calme. « Vous tenez le coup ? » ?»« Ça va. » « En face, c'est le chaos. » Je m'en doutais. Ils commencent à couper les ponts entre eux. Je bus une gorgée d'eau. « Et Julien ? » Il cherche un moyen de rejeter la faute. J'eus un sourire pâle, sans surprise. Stéphane me regarda, la voix plus grave. Préparez-vous mentalement. Quand tout est sur le point de s'effondrer, les gens essaient d'entraîner n'importe qui dans leur chute. Je le savais. Sur le chemin du retour, je passais par notre ancien appartement. Ce lieu qu'on appelait autrefois notre cocon était désormais froid et étranger. J'entrai dans la chambre, regardant l'armoire où il restait encore quelques vêtements de Julien. Je ne pleurais pas. Je ressentis seulement un vide étrange, comme si cette partie de ma vie avait été emballée et mise de côté. Ce soir-là, je reçus un appel d'une amie commune. « Camille, ça va ? » ?»« Je vais bien. » Sur le net, les gens disent beaucoup de choses.
Je ne lis pas. Tu es vraiment forte. Je souris. Même si elle ne pouvait pas le voir. Si je n'étais pas forte, comment pourrais-je vivre? L'appel se termina. Je m'assis seul dans le salon. La lumière jaune se projetait sur le sol, créant de longues ombres. Je pensais à mes choix. Si ce jour-là j'avais choisi le silence, je vivrais peut-être encore dans un mariage factice, en échange d'une tranquillité de façade. Mais le prix à payer aurait été le reste de ma vie. Vers minuit, Julien appela de nouveau. J'hésitai quelques secondes puis décrochai. Camille. Parle. Je suis convoqué en permanence, c'est ça la conséquence? Tu n'as pas peur que je te haïsse? Je gardai le silence un instant. As-tu déjà eu peur que j'ai mal? Pas de réponse à l'autre bout du fil. Camille, je ne pensais vraiment pas que les choses iraient aussi loin. Je ne pensais pas non plus que tu ferais ces choses-là. Julien soupira. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais différemment. Non. Tu ne ferais rien différemment. Tu regrettes juste d'avoir été découvert. Le silence s'étira. Camille, est-ce que tu peux retirer ta plainte? Non. Tu es vraiment décidé? Je suis décidé depuis le moment où tu as choisi le mensonge. Je raccrochai. Cette fois, je ne ressentais plus de lourdeur. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension sourde. Les nouvelles apparaissaient encore sporadiquement, mais j'apprenais peu à peu à ne pas les laisser m'atteindre. Je me concentrais sur le travail, sur ma santé, sur les choses que je pouvais contrôler. Chaque matin au réveil, je me rappelais que je n'avais pas tort de me protéger. Un soir, Sandrine vint dormir avec moi. Nous étions allongés sur le tapis, regardant le plafond. Camille. Oui. Quand tout sera fini, qu'est-ce que tu veux? Je réfléchis longuement. Je veux la paix. Sandrine rit doucement. Tu l'auras. Je fermai les yeux. Pour la première fois depuis de nombreux jours, je dormis d'un sommeil profond, sans rêve. La tempête n'était peut-être pas encore dissipée, mais j'avais appris à tenir bon face au vent. Après la tempête médiatique, tout bascula dans un autre état, plus lourd, mais plus concret. Quand les murmures se raréfièrent, quand la presse cessa de publier des nouvelles en rafale, ce fut le moment où la justice commença à entrer dans le vif du sujet, froide et sans concession. Je compris que c'était la phase décisive, où il n'y avait plus de place pour les émotions, il ne restait que la vérité et les conséquences. Ce matin-là, j'allais avec Sandrine au tribunal pour déposer officiellement la demande de divorce. J'avais repoussé cela assez longtemps. Pas parce qu'il restait des sentiments, mais parce que j'avais besoin que tout soit clair avant de signer. Quand le stylo toucha le papier, ma main trembla légèrement mais ma signature resta très droite. 5 ans de mariage résumés en quelques pages, une sensation à la fois de soulagement et de douleur. Sandrine me regarda. Ça va? Ça va. Je disais la vérité, je ne ressentais plus de peur en évoquant le mot divorce. Ce n'était plus un échec, mais une issue. Les jours suivants, je fus continuellement convoqué pour compléter le dossier. Les sommes d'argent, les chronologies, les relations furent peu à peu reliées pour former un tableau clair. Je voyais le nom de Julien apparaître de plus en plus souvent dans les documents officiels, non plus comme une suspicion mais comme un sujet directement impliqué. Un après-midi, je reçus un appel de l'avocat. Madame Camille, il y a une décision d'application de mesures préventives. C'est-à-dire? Certains comptes ont été temporairement gelés, et l'interdiction de sortie du territoire pour certains individus est également examinée. Je fermai les yeux, j'avais attendu ce moment, mais quand il arriva vraiment, je sentis mon cœur s'alourdir. Pas par pitié, mais parce que je savais qu'à partir de là, aucun d'entre eux ne pourrait plus prétendre qu'il ne s'était rien passé. Ce soir-là, Julien vint me voir, sans appeler, sans prévenir. Quand j'ouvris la porte, je faillis ne pas reconnaître l'homme en face de moi. Son visage était émacié, ses yeux fatigués, il n'avait plus son assurance d'autrefois. Camille. Je restai immobile, ne l'invitant pas à entrer, ne le chassant pas non plus. Je veux te parler. Parle. Julien regarda à l'intérieur de l'appartement puis me regarda. Tu dois vraiment aller jusqu'à ce point. J'expirai lentement. Tu penses que les choses peuvent s'arrêter? Tu es interdit de sortie du territoire. Je ne suis pas surpris.
Tu es satisfaite? Je secouai la tête. Je ne suis pas joyeuse, mais je ne regrette rien non plus. Julien eut un sourire amer. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de faire ça. Je n'aurais jamais pensé non plus que tu ferais ces choses-là. Entre nous, un très long silence s'installa. Camille, je suis désolé. Ces mots arrivaient trop tard. Les excuses ne font pas remonter le temps. Julien baissa la tête. Si tu retires ta plainte, je te donnerai la part que tu veux. Je le regardais, il n'y avait plus aucune vague dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de ce genre de négociation. Alors de quoi as-tu besoin? J'ai besoin de justice. Julien me regarda, le regard mêlé de colère et d'impuissance. Tu es en train de me détruire. Je répondis très lentement. Non, tu le fais toi-même. Julien partit en silence. Cette fois, je ne le regardais pas s'éloigner. Je fermai la porte, m'appuyai contre elle un très long moment. Je ne pleurais pas. Je vis seulement un chapitre de ma vie se refermer. Quelques jours plus tard, j'appris que ma belle-mère avait dû être hospitalisée à cause d'une poussée de tension. Quelques personnes m'appelèrent, me reprochant d'avoir poussé la vieille dame à ce point. J'écoutai puis répondis par une seule phrase, je ne suis pas médecin. Il y a des responsabilités qui ne m'appartiennent pas et je ne les porterai plus à la place des autres. Lors d'une autre séance de travail, on m'informa que certaines transactions passées de Julien avaient été identifiées comme présentant des signes de violation grave. Le dossier fut transféré à l'étape suivante de la procédure. J'écoutais, le cœur étrangement calme. La vérité, une fois exposée assez longtemps, finit par atteindre sa propre conclusion. Le soir, je rentrai tard au studio. J'allumai la lumière, regardant l'espace que j'avais bâti de mes deux mains. Les plans, les contrats, les projets inachevés étaient toujours là. Attendant que je continue. Je réalisai soudain que durant tout ce temps, ce qui m'avait aidé à tenir bon n'était pas la vengeance, mais le fait qu'il me restait une vie à moi. Sandrine passa en apportant à manger. Tu as vraiment maigri. Je vais manger. Camille, tout va dans le bon sens. Oui. Tu as peur? Je réfléchis un instant. Oui, mais je ne veux plus fuir. Sandrine sourit. Je sais que tu vas t'en sortir. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, pour la première fois depuis très longtemps, je ne ressentais plus la menace, ni la pression. Il y aurait peut-être encore des procès, des litiges devant nous, mais je n'étais plus celle qu'on avait coincée dans l'angle du mur. J'entrai dans la lumière et les vieilles portes se refermaient doucement derrière moi. Une fois ces portes closes, j'entrai dans une phase où tout se déroulait plus lentement, mais où chaque pas pesait une tonne. C'était le moment où il n'y avait plus de place pour les espoirs fragiles ou les excuses tardives. La loi commençait à parler et chacun devait répondre de ses propres choix. Ce matin-là, j'arrivai au tribunal plus tôt que prévu. Le couloir était long, le plafond haut, la lumière blanche et froide. Je m'assis sur le banc en bois, posai mon sac soigneusement à côté, mes deux mains entrelacées. Mon cœur battait régulièrement, sans s'emballer comme les premières fois. Je ne tremblais plus. Je m'étais préparé mentalement à tous les scénarios. Julien entra ensuite. Il avait beaucoup maigri, sa silhouette était raide, son regard fuyant lorsqu'il m'aperçut. Je ne me détournai pas, mais je ne le regardais pas longtemps non plus. Nous n'étions désormais que deux personnes se tenant de part et d'autre d'une vérité devenue trop évidente. L'audience se déroula à huis clos, sans presse, sans bruit. Les documents furent présentés, chaque chiffre, chaque relevé bancaire, chaque contrat au nom d'un tiers. J'écoutais le greffier lire d'une voix monocorde, sans émotion. Il y avait des détails que je connaissais déjà, d'autres nouveaux qui me firent serrer les poings. Mais je n'interrompis pas, je laissai la vérité parler d'elle-même. Quand on m'interrogea, je répondis brièvement. Je demandais le partage des biens conformément à la réglementation. Basé sur les contributions et les preuves fournies, ni plus ni moins. Vint le tour de Julien, il parla plus que je ne l'imaginais. Il essaya d'expliquer, d'atténuer, de rejeter la responsabilité sur des décisions erronées dues à la pression. Je l'écoutais, le cœur sans une vague. Ces mots, s'ils étaient venus quelques années plus tôt, m'auraient peut-être fait vaciller. Mais maintenant, ils n'étaient que des échos creux dans une pièce vide. La séance se termina après près de 3 heures. En sortant dans le couloir,
je réalisai que mon dos était trempé de sueur. Sandrine m'attendait et me tendit une bouteille d'eau. « Ça va ? » ?»« Ça va. » »« Ce n'était pas facile, mais tu as bien tenu. » Je souris, un sentiment de soulagement se propageant peu à peu. Pas à cause de la victoire ou de la défaite, mais parce que je n'avais plus laissé mes émotions me guider. Quelques jours plus tard, je reçus la première notification officielle. Une partie des biens fut identifiée comme bien commun et utilisée à des fins détournées. Une ordonnance provisoire fut émise en attendant le jugement final. Je lus le texte très attentivement, chaque ligne comme la fermeture d'un vieux chapitre de vie. L'après-midi, ma belle-mère chercha à me rencontrer dans une brasserie près de l'hôpital. Elle était plus maigre qu'avant, ses cheveux avaient visiblement blanchi. Quand j'entrai, elle leva la tête, son regard n'avait plus la froideur tranchante d'autrefois, mais était mêlé de fatigue et d'impuissance. « Camille. » »« Oui. » Nous restâmes assises face à face un long moment sans rien dire. Finalement, elle prit la parole, je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Je regardais à travers la vitre. Je ne le pensais pas non plus. J'ai eu tort. Ces mots me figèrent. J'ai trop fait confiance à mon fils. Je me tournai vers elle. La confiance est votre droit, maman, mais vous n'avez pas pensé à moi. Elle baissa la tête, je vis ses mains trembler légèrement. Camille, si on pouvait revenir en arrière. Je l'interrompis très doucement. Maman, il n'y a pas besoin de revenir en arrière. Elle leva les yeux rouges. Est-ce que tu me hais? Je réfléchis très longtemps. Je ne vous hais pas, mais je ne peux pas oublier non plus. Elle hocha la tête comme si elle avait prévu cette réponse. Nous nous quittâmes en silence. En sortant de la brasserie, je réalisai que mon cœur n'était plus aussi lourd que je le croyais. Il y a des excuses qui ne peuvent pas guérir, mais au moins elles mettent fin à la rancune. Les semaines suivantes, je consacrai toute mon énergie au travail. Le studio avait décroché un grand projet qui exigeait une concentration totale. Je travaillais tard le soir, mais sans sentiment de fuite. Chaque plan terminé était la preuve que j'avançais toujours, malgré les bouleversements. Un soir, Julien m'envoya un message, « Je vais devoir faire face à des conséquences plus lourdes que je ne le pensais. » Je lui puis poser le téléphone, je ne répondis pas. Je n'étais plus la personne sur qui il pouvait déverser ses peurs. Quelques jours plus tard, je fus informé que certaines personnes impliquées seraient traitées conformément à la loi. Le nom de Julien figurait sur la liste. En lisant l'information, je sentis mon cœur vide, ni joyeux, ni triste. Peut-être que lorsque la justice parle, les émotions personnelles n'ont plus d'importance. Ce soir-là, je m'assis seul sur le balcon, la brise fraîche soufflait. Je pensais au chemin parcouru. J'avais perdu un mariage, perdu ma confiance en celui qui était autrefois tout mon monde. Mais je m'étais retrouvé moi-même, j'avais retrouvé ma voix et les limites que j'avais oubliées auparavant. Sandrine appela. « Camille, prépare-toi. Le jugement final n'est plus loin. » « Oui. »« Tu as peur ?» Je regardais le ciel sombre et les étoiles lointaines. « Je n'ai plus peur, je souhaite juste que ce soit fini. » « Qu'est-ce que tu feras ensuite ?» Je souris. « Continuer à vivre. Dignement. » Je raccrochai, me levai et pris une profonde inspiration. Je savais que le prix du choix est parfois très élevé, mais le prix du silence est encore plus cher. Et j'avais choisi de ne pas me taire. La date du jugement final fut fixée. Je le savais à l'avance, mais quand la convocation fut posée bien droite sur mon bureau, mon cœur eut tout de même un léger pincement. Non par peur du résultat, mais parce que je comprenais qu'après ce jour, un chapitre de vie se refermerait officiellement, sans chemin de retour, sans raison de s'accrocher. Ce matin-là, je me réveillai très tôt, la ville était encore brumeuse, l'air frais. Je me fis un café, debout près de la fenêtre, regardant la circulation clairsemée en bas. Je n'espérais rien de particulier. Je souhaitais juste que tout se termine selon sa vraie nature, ni plus ni moins. Sandrine vint me chercher. Dans la voiture, nous ne parlâmes presque pas, non parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que chacune poursuivait ses propres pensées. Quand la voiture s'arrêta devant le tribunal, je pris une profonde inspiration et descendis. La salle d'audience n'était pas grande mais le plafond était haut, la lumière blanche rendait tout austère. Je m'assis à ma place, les mains posées sur mes genoux.
Julien fut amené ensuite. Il me jeta un coup d'œil très rapide puis se détourna. Ce regard n'avait plus de rancune, ni de supplication, il ne restait que la fatigue d'un homme allé au bout de ses choix. L'audience commença. Les contenus furent résumés une fois de plus. J'écoutais sans interrompre. Quand on m'interrogea, je répondis exactement ce qu'il fallait. Je n'ajoutais pas d'émotion, je ne me plaignis pas. Je comprenais qu'ici, la vérité était la seule chose qui avait de la valeur. Au moment du verdict, toute la salle devint silencieuse. La décision fut lue lentement et clairement. Une partie des biens fut identifiée comme biens communs, utilisés à des fins détournées, devant être restitués et divisés conformément à la loi. La demande de divorce fut acceptée. Certains comportements connexes furent transférés à l'étape suivante de traitement pénal. Chaque phrase, chaque mot tombait comme un coup de marteau fermant la dernière porte. Quand le président déclara la séance levée, je réalisai que j'avais retenu mon souffle. J'expirai très lentement. Julien resta immobile quelques secondes puis se leva. Il ne me regarda pas. Je ne le regardais pas non plus. Entre nous, il n'y avait plus rien à échanger. En sortant de la salle d'audience, le soleil dehors était plus éblouissant que je ne le pensais. Je restai immobile un moment pour que mes yeux s'habituent à cette lumière. Sandrine posa la main sur mon épaule. « C'est fini. » J'hochai la tête. « Oui. C'est fini. » La première sensation ne fut pas la joie, mais le vide. Comme si je venais de poser un fardeau porté trop longtemps. Au point qu'une fois lâché, le corps n'avait pas encore eu le temps de s'adapter. Sur le chemin du retour, je regardais la ville avec un autre œil. Tout était pareil, mais moi, je n'étais plus la personne d'il y a quelques mois. J'avais traversé des jours de peur, des nuits sans sommeil, des regards inquisiteurs, des reproches, et j'étais toujours debout. L'après-midi, je passais au studio. Les employés travaillaient, le cliquetis des claviers et les murmures des échanges professionnels m'étaient familiers. Je fis un tour, regardant chaque visage, ils me saluèrent très naturellement. Personne ne demanda, personne ne fut curieux. Je réalisai soudain que dehors il pouvait y avoir une tempête, mais dans ce petit monde, j'avais toujours ma place. Ce soir-là, je reçus un message de Julien, une seule ligne, tout est fini. Je l'eus puis effacé, je ne répondis pas. Je n'avais plus la responsabilité d'apaiser ses inquiétudes. Quelques jours plus tard, je fus informé que je recevais ma part des biens conformément au jugement. Je ne ressentis aucune jubilation. Je vis seulement cela comme quelque chose que j'aurais dû avoir dès le début, si ma confiance n'avait pas été abusée. Ma belle-mère cessa tout contact. Je ne cherchais pas non plus à la joindre. Il y a des relations où, une fois la limite franchie, le silence est le choix le plus civilisé. Un après-midi, assis seul dans mon café habituel, regardant le flot des passants, je pensais à ce qui avait été perdu et à ce qui restait. J'avais perdu une famille que je pensais être la mienne, perdu l'image d'un mari en qui j'avais une confiance absolue. Mais il me restait la lucidité, la capacité de me tenir sur mes deux jambes, et il me restait la vérité. Sandrine s'assit en face de moi. « Camille. Comment tu te sens ?» Je réfléchis un long moment, puis souris légèrement. « C'est suffisant. » J'hochai la tête. C'était vrai, pas besoin d'une joie éclatante, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste se sentir légère suffisait. Ce soir-là, je rentrai chez moi, ouvrant les fenêtres pour laisser le vent envahir la pièce. Je triais quelques vieilles affaires, jetant ce qui n'était plus nécessaire. À chaque objet rangé ou jeté, je sentais mon cœur s'alléger un peu plus. Avant de dormir, je restais longtemps devant le miroir. La femme dans le miroir me regardait, le regard paisible. Je ne voyais plus la panique des premiers jours, ni la colère, juste une stabilité que j'avais payé très cher pour acquérir. Je savais que la vie devant moi ne deviendrait pas naturellement facile, mais au moins ce serait une vie que j'aurais choisie, pas une vie arrangée dans mon dos. Après le verdict, ma vie ne devint pas soudainement étincelante comme dans les contes de fées. Pas de pétard, pas de fleurs de félicitations, pas de sentiment de victoire. Juste un matin très ordinaire. Je me réveillai, ouvris la fenêtre, pris une profonde inspiration et réalisai que je n'avais plus à m'inquiéter de ce qui pourrait me tomber dessus aujourd'hui. Ce sentiment, pour moi, était déjà un immense cadeau. Je commençais à réorganiser ma vie lentement, sans hâte, sans contrainte.
je rangeais l'appartement, changeais la disposition des meubles, me débarrassais des objets liés aux vieux souvenirs. Il y avait des choses que je prenais en main, hésitant quelques secondes, avant de décider de les mettre dans le carton à jeter. Je comprenais que les garder ne me rendait pas plus forte, cela ne faisait que me retenir prisonnière plus longtemps. Le travail occupait la majeure partie de mon temps. Le studio entrait dans sa phase la plus active depuis sa création. Le grand projet que j'avais reçu auparavant commençait à se déployer, exigeant toute mon énergie. Je travaillais du matin au soir. Parfois, je rentrais alors que les lampadaires étaient déjà allumés. Fatigué, mais d'une fatigue agréable, celle de faire ce que l'on maîtrise. Un après-midi, je fus invité à une rencontre professionnelle pour les gens du design. J'hésitais longtemps avant d'accepter. Auparavant, j'évitais souvent ce genre d'événement. En partie parce que j'étais occupé par la famille, en partie parce que je ne voulais pas trop apparaître. Cette fois, j'y allais avec un état d'esprit différent, non pour prouver quelque chose, mais pour ouvrir de nouvelles portes. Lors de la rencontre, je discutais avec beaucoup de gens, les écoutant partager sur le travail, les projets, les difficultés très humaines. Personne ne savait ce que je venais de traverser et je ne le racontais pas. Je réalisais que ce monde était bien plus vaste que les douleurs que je pensais être tout. Sandrine m'accompagnait. En partant, elle sourit. « Tu vois ? Tu es toujours là, tu peux toujours faire ces choses. » Oui. C'est plus léger, non ? Oui. Ce soulagement ne venait pas de l'oubli du passé, mais du fait que je ne laissais plus le passé décider de mon présent. Quelques semaines plus tard, je reçus la notification officielle de la finalisation des procédures liées au bien. Tout se déroula exactement comme le jugement, sans litige supplémentaire, sans nouveaux problèmes. Je lus le document, le pliai et le rangeai dans un tiroir. Je ne célébrais pas, je me dis juste, à partir de maintenant, je dois vivre d'une manière digne de ce que j'ai sacrifié. Un matin, je recroisai Julien dans un endroit inattendu, devant la porte d'un bâtiment administratif. Il sortait avec une autre personne, l'air fatigué, le regard fuyant. Nous nous vîmes, personne ne s'approcha, personne ne dit rien, juste un très léger signe de tête, puis chacun partit dans sa direction. En m'éloignant, je réalisai que mon cœur ne se serrait plus. Je n'étais ni joyeuse, ni triste. Il n'était désormais plus qu'une personne qui avait traversé ma vie, rien de plus. Ce soir-là, je m'assis seul dans l'appartement, mis de la musique douce, cuisiné un repas simple. Je mangeais lentement, savourant chaque goût. Auparavant, j'étais toujours pressé, essayant toujours de satisfaire les autres. Maintenant, j'apprenais à me satisfaire moi-même à partir des plus petites choses. Je recommençais à faire du sport, à prendre soin de ma santé sérieusement. J'allais faire des bilans de santé réguliers, chose que je repoussais toujours avant. Le médecin regarda les résultats et sourit, « Vous allez bien ». Ces 3 mots me réchauffèrent le cœur. Je comprenais que toute blessure, qu'elle soit mentale ou physique, a besoin de temps et de bienveillance pour guérir. Un week-end, je retournai voir mes parents. Ma mère me regarda, toucha mon visage, la voix inquiète, « Tu as maigri ». « Oui, mais je vais bien ». Mon père ne parlait pas beaucoup, il me versa juste une tasse de thé et s'assit à côté. Son silence ne me mettait pas la pression, au contraire, je me sentais protégé. Je réalisais qu'il y avait des endroits où je n'avais pas besoin d'être forte. Ce soir-là, je m'allongeai dans mon ancienne chambre, regardant le plafond familier. Je pensais au chemin parcouru. Si quelqu'un me demandait si je regrettais, je dirais non. Pas parce que j'aimais ce qui s'était passé, mais parce que je savais que sans cela, je n'aurais jamais appris à me protéger. Sandrine m'envoya un message. « Camille, tu penses à aimer à nouveau ?» Je souris. Ce n'est pas que j'ai peur, non, c'est juste que je n'en ai pas encore besoin. Je comprenais que l'amour n'est pas là pour combler un vide. S'il vient, il doit venir quand je suis déjà comblé. Les jours suivants, je continuais à vivre lentement. Je lisais des livres, marchais, retrouvais de vieux amis. Je n'évitais pas les questions mais ne prenais pas l'initiative de raconter. Je ne voulais pas que mon histoire devienne une étiquette collée sur ma personne. C'était juste une partie du passé. Un soir, debout sur le balcon, regardant la ville s'illuminer, je réalisais soudain que je n'avais plus le sentiment de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'avais pas besoin de montrer au monde à quel point j'étais forte.
Il suffisait que je sache que je vivais en accord avec moi-même, c'était suffisant. La route devant moi était encore longue, il y aurait des jours de fatigue, des moments d'incertitude. Mais je ne craignais plus ces choses-là. J'avais traversé les jours les plus sombres et j'étais toujours debout. Quand tout fut vraiment retombé, je réalisai que le plus difficile n'était pas de se lever contre la trahison, ni d'affronter l'opinion publique ou la justice, mais d'apprendre à continuer à vivre après tous ces effondrements. Plus de rôle d'épouse de quelqu'un, plus d'obligation de supporter pour maintenir l'image d'une famille parfaite. Je me tenais face à moi-même, nu, sans rien pour me cacher. Et je me demandais, à partir d'ici, comment vais-je vivre ? Les premiers jours après la clôture de toutes les procédures, je me réveillais encore avec un sentiment de vide. Plus de messages de bonjour, plus d'emploi du temps tournant autour d'un autre. Mais au lieu de paniquer, j'apprenais à rester assise avec cette émotion. Je faisais du thé, ouvrais la fenêtre pour laisser le soleil entrer dans la chambre et me permettais de ralentir. Je comprenais que guérir, ce n'est pas oublier, c'est ne plus être contrôlé par ce qui est passé. Je me retournais pour regarder tout mon parcours, d'une épouse à la confiance absolue à une femme obligée d'être lucide pour se sauver elle-même. Si ce jour-là j'avais choisi le silence, choisi de subir pour garder la maison, je vivrais peut-être encore dans un mariage vide, en échange d'une fausse tranquillité. Mais le prix de cette tranquillité aurait été ma vie entière rongée par le ressentiment. Je compris une chose très claire. Le mariage ne peut pas exister sur un sacrifice unilatéral. Une famille ne peut pas se construire sur des fondations de mensonges. Et l'amour. S'il s'accompagne de mépris et d'exploitation, alors ce n'est plus de l'amour. Après l'épreuve, je chérissais encore plus les choses qui semblaient minimes. Un dîner tranquille, une journée de travail complète, un sommeil non hanté par la peur. J'apprenais à écouter mon corps, à prendre soin de ma santé, à ne plus ignorer les signes d'instabilité comme avant. J'apprenais à dire non quand c'était nécessaire, à ne plus continuer à me blesser par peur de faire de la peine aux autres. Quelqu'un m'a demandé si, après tout ça, je croyais encore au mariage. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai réfléchi longtemps. J'ai dit que je croyais encore, mais d'une foi différente. Ce n'était plus une foi aveugle, plus le fait de parier toute ma vie entre les mains d'un autre. Je croyais en une relation avec des limites, du respect, de la transparence et de la responsabilité. Et si une relation n'apporte pas ces choses-là, alors partir n'est pas un échec, c'est un choix courageux. En regardant mon histoire, je tire des leçons que je crois que beaucoup de gens, surtout des femmes, ont besoin d'entendre. Premièrement, n'abandonnez jamais le contrôle de votre vie juste pour le mot famille. La confiance est nécessaire, mais la compréhension et la transparence le sont encore plus. Deuxièmement, soyez autonome financièrement et juridiquement, car ce n'est pas du calcul, c'est de la protection. Troisièmement, en cas de trahison, ne vous précipitez pas pour hurler ou faire une scène de jalousie. Calmez-vous et rassemblez la vérité, car la vérité est la seule chose qui restera longtemps de votre côté. Et enfin, ne laissez personne vous faire croire que vous devez souffrir pour être appelé une bonne personne. Personne n'a le droit d'exiger que vous sacrifiez toute votre vie pour ses erreurs. Maintenant, quand je me tiens devant le miroir, je ne vois plus une femme malheureuse d'avoir perdu un mariage. Je vois une personne qui a traversé l'orage et qui tient encore debout. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé, mais je suis fier de ne pas m'être abandonné dans les jours les plus sombres. Ma vie future ne sera peut-être pas parfaite, mais c'est la vie que j'ai choisie moi-même. Je travaille, je me repose, je m'aime moi-même avant de penser à aimer quelqu'un d'autre. Je ne suis pas pressé, et je n'ai pas peur. Je comprends que la paix ne vient pas du fait d'avoir quelqu'un à ses côtés, mais du fait de ne plus avoir à se crisper pour supporter. Si vous écoutez cette histoire et que vous y voyez quelque part votre propre image, j'espère que vous comprendrez que vous n'êtes pas seul. Il y aura des décisions très difficiles, des jours où il semblera impossible d'avancer. Mais tant que vous ne tournez pas le dos à vous-même, vous trouverez la sortie. N'ayez pas peur de la vérité. Car la vérité, même si elle fait mal, vous mènera toujours à la liberté. Mon histoire s'arrête ici, non pas sur une vengeance ou une jubilation, mais sur la paix que j'ai payée très cher pour obtenir. Et je crois que quiconque est assez courageux pour se choisir finira par toucher cette paix-là. Cette histoire résonne comme un rappel puissant, la confiance n'exclut pas la vigilance, et se protéger n'est pas un acte de calcul, mais de survie. La leçon la plus précieuse ici est que le véritable échec n'est pas de voir son mariage s'effondrer,
mais de rester prisonnière d'une illusion qui nous détruit à petit feu. La liberté de Camille a coûté cher, mais elle est inestimable car elle lui a rendu sa dignité. Et vous, où tracez-vous la ligne entre le sacrifice pour la famille et le respect de soi-même? Pensez-vous qu'il faille tout préparer dans l'ombre comme Camille pour s'en sortir, ou existe-t-il une autre voie? Partageons nos réflexions, car chaque expérience peut éclairer le chemin d'une autre personne. Cette vidéo est une fiction inspirée de faits réels. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais plutôt d'inviter à une réflexion sur la vie et nos relations avec autrui. Les personnages, les noms et les lieux sont fictifs et ont été modifiés afin de ne heurter la sensibilité de personne.